Bonsoir à tous et à toutes. Donc déjà, merci à tous ceux qui sont présents. Merci également à ceux qui nous suivent sur le live stream. J'espère que tout ira bien pour vous. Si jamais vous avez un petit problème de son ou autre, n'hésitez pas à le dire dans le chat qu'on essaye de régler. Donc pour ma part, je suis Benjamin Charles, je suis un des directeurs d'Extia. Je suis en charge de toute la partie technique, donc la DSI, l'innovation au sein du groupe. Et ce soir, on vous accueille pour une conférence sur l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, c'est il y a quelque chose qui est forcément arrivé chez moi il y a 6 mois, 1 an. Et ça fait très longtemps quand même que je travaille dans l'IT. J'ai trouvé que ça avait un petit côté paniquant, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, ça bouge tout le temps. On reçoit tous les jours une dizaine de mails qui nous disent ouais, on a des conférences, venez voir, il y a de l'intelligence artificielle, vous allez pouvoir faire plein de choses. Et j'ai trouvé que ça manquait beaucoup de concret. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer David. Donc David, bienvenue. Merci d'avoir la gentillesse d'animer cette conférence pour nous ce soir. Donc David travaille depuis un certain temps chez Mutavi, un de nos clients dans le grand groupe mutualiste. David a écrit un bouquin sur l'intelligence artificielle et surtout il travaille depuis plusieurs années sur la mise en œuvre de l'intelligence artificielle, et donc on a la chance d'avoir ce soir quelqu'un qui va pouvoir nous parler de sa mise en œuvre, de difficultés qu'il a pu rencontrer, de comment il les a contournées. Donc avoir un réel retour d'expérience sur la mise en œuvre de l'IA, ce qu'elle peut apporter, là où ça a pu probablement ne pas marcher. Peut-être aussi parler de retour sur investissement, et donc d'avoir la chance d'avoir une conférence qui sera, j'espère, beaucoup plus concrète pour vous éclairer sur la mise en œuvre, et non pas cette fois-ci sur les possibilités. Donc David, je te laisse la parole. Merci vraiment de ta présence et d'avoir la gentillesse d'animer cette conférence. Je pense qu'on va garder les questions pour la fin. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions sur le live stream ou les préparer pour ceux qui sont avec nous en présentiel. Donc Lauriane, ici présente, pourra au fur et à mesure récupérer les questions, et on pourra faire une petite session de questions-réponses sur la fin. On s'est donné 1 heure, donc c'est parti. Je te laisse la parole, David. Et merci encore. Okay. Bonjour à tous. Alors, je vais me mettre ici, je pense que ce sera mieux pour... Je suis bien visible à distance, c'est tout bon? Ouais, c'est bon? Bon. Hop. Alors, j'ai déjà été présenté, hein, c'est tout bon. Juste pour faire rapidement, donc en effet, donc moi c'est David, mon job c'est manager IT. Donc, je travaille dans le groupe Massif, plus précisément chez Mutavi. En fait, je suis responsable de domaine informatique. Là, je m'occupe d'équipes, des équipes data, des équipes editing, d'équipes qui font de la conception IT. En tout cas, tout un univers de fabrication de composants. Et mon histoire à moi, c'est divers groupes d'assurance sur une vingtaine d'années. En parallèle, je suis enseignant dans 2 écoles. Donc une école qui est juste au-dessus, là, qui s'appelle l'IFPAS, une école qui forme des managers digitaux, notamment. Qui est devant moi. J'enseigne également au CNAM, où j'accompagne des profils ingénieurs. Puis je suis l'auteur d'un livre qui est paru en février. Alors je suis plutôt fier, puisque c'était la 2e meilleure vente d'Amazon sur le domaine. Donc c'est sympa. Donc, si vous voulez jeter un œil, en tout cas approfondir tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, n'hésitez pas. Je vais vous faire voir. On va regarder tout ça. Alors, pour vous donner le contexte, comment on va essayer de faire tenir tout ça en 1 heure, le premier, c'est que Sixtine m'a dit que vous étiez tous des experts de l'intelligence artificielle. D'accord. Ça, c'est ce qu'elle m'a dit. Donc, on va essayer de regarder tout ça ensemble. Et puis, moi, je vais vous parler des enjeux, en fait, autour de ça, puisqu'une fois qu'on dit qu'on est un expert, ce qu'on va essayer de regarder ensemble, c'est est-ce que vous avez tous bien jeté un œil aux enjeux, en tout cas à tout ce qui était nécessaire au déploiement de l'IA dans vos entreprises. Alors évidemment, il y en a beaucoup plus que 9, mais en 1 heure, on va essayer de s'attarder sur ceux qui me semblent importants. Puis tout ça, ça va nous emmener à vous partager mon expérience, comment moi je suis arrivé à avoir les résultats que j'ai obtenus, et comment j'ai partagé tout ça. Bon. Si on a un petit peu de temps, j'ai mis du bonus parce que j'ai plein de choses à vous dire, on pourrait y passer 3 heures, et je pense que on nous fermera la porte bien avant. Donc ça, c'est quelque chose que vous connaissez, évidemment. Ça s'appelle ChatGPT, raz-de-marée, novembre 2022. Je travaille dans des open space qui sont grands comme ça. Dans les open space, il y avait des développeurs qui avaient d'un côté leur environnement de développement, puis un autre écran où il y avait du ChatGPT dans tous les sens. Puis ça envoyait.
peux vous dire que le code informatique de mon domaine, qui est l'assurance vie, il donnait tout dans le chat GPT. Voilà. Donc ça, c'est un premier contexte. Pourquoi? Parce que forcément, l'IA générative, vous donnez de la donnée, ça vous donne du code informatique en retour, c'était facilitant. Et il y a eu des usages qui étaient évidemment des usages dérivés, et surtout des usages qui n'étaient pas maîtrisés. Ça, vous le savez déjà, l'intelligence, ça permet de faire quoi? Un ensemble de théories techniques qui visent à réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Je reviens sur ChatGPT, c'est vraiment ce qui est apparu, et ce qui vous a donné beaucoup de sens dès novembre 2022. Ça a donné tellement de sens que ça fait la une de Libé. En général, quand les sujets font la une de Libération, c'est sûr que ça commence à prendre un petit peu d'ampleur. Et puis ça, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est ce qu'on appelle la Google Trends. La Google Trends, c'est ni plus ni moins qu'un centre d'intérêt sur une échelle de 0 à 100. Puis quand ça atteint 100, voilà, attention, c'est qu'on est sur quelque chose qui fait du bruit. Donc, regardez bien, en bleu, vous avez la courbe de l'intelligence artificielle jusqu'à novembre 22, et le corollaire de ChatGPT en novembre 22, la courbe elle suit exactement celle de l'intelligence artificielle. Alors forcément, il y a des cabinets comme Gartner qui sont là, qui viennent nous expliquer ce qu'on appelle la hype technologique, où est-ce qu'on se situe. Donc au début, il y a un petit peu d'émergence, puis à un moment donné, on atteint le grand n'importe quoi, on va le dire comme ça. Et qu'est-ce qu'il y a en ce moment dans le grand n'importe quoi? Il y a l'IA générative. On est tout en haut du pic. On est tellement haut du pic, ça je le dis souvent, je le disais encore hier, qu'on retrouve aujourd'hui des souris avec des boutons dessus où il y a écrit ChatGPT. Vous appuyez sur le bouton de votre souris, il y a ChatGPT qui se lance sur votre poste de travail. C'est un peu la même chose, je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin peut-être même on a tous ici des télécommandes sur notre télévision, il y a un bouton Netflix dessus. C'est la même chose, hein. Logitech qui fait ça. Voilà. Est-ce que c'est du n'importe quoi ou pas? Je vous laisse en juger. En tout cas, ça pose question. On voit l'ampleur aussi en fait, du phénomène aujourd'hui. Le problème, c'est que dans toute cette histoire, on a pu vouloir foncer tête baissée. Je connais certaines entreprises, certains consultants qui viennent me voir et me disent non, mais David, c'est inévitable, on y va, quoi. On déploie ChatGPT à tout le monde dans l'entreprise, et puis c'est parti, et ça va marcher, ça nous apporte tout de suite le job. C'est pour ça que moi, je vais vous parler des 8 ou 9 enjeux tout de suite, et ce qu'il faut vraiment considérer pour pouvoir déployer. Alors, le premier, c'est la culture. Alors, déjà, la culture, c'est savoir ce que c'est. Vous êtes des experts, vous savez ce que c'est que l'IA générative. Je ne suis pas là pour vous faire un cours de culture sur l'IA, mais vous donnez quelque chose en entrée, vous avez quelque chose en retour. Au début, on avait beaucoup du texte à texte. Maintenant, vous pouvez donner du texte, de la voix, de l'image, tout ce que vous avez envie. Et puis en retour, vous avez la même chose. Par contre, votre IA générative, il y a des choses qu'elle va faire de bien, et il y a des choses qu'elle va faire de moins bien. Donc là, c'est vraiment un des premiers enjeux à considérer. La génération de contenu, en effet, c'est quelque chose qui est très adapté. Les interfaces conversationnelles, telles que vous l'avez dans le chat GPT, évidemment, c'est très adapté. Tout ce qui est prédiction, tout ce qui est prise en considération d'intelligence avec l'IA générative, c'est pas adapté. Donc, un des enjeux culturels que l'on doit avoir, c'est chat GPT, c'est bien, mais ça fait pas tout. Alors, la culture, c'est quelque chose d'extrêmement important. Vous dire aussi quoi que c'est pas forcément ChatGPT qui a révolutionné le monde de l'intelligence artificielle. L'IA, c'est quelque chose qui a commencé dès les années 50, à travers un consortium. C'était important. Et l'entreprise OpenAI, dès l'année 2018, a sorti son premier modèle, ce qu'on appelle son premier LLM. Donc aujourd'hui, vous trouvez des IA sur à peu près tout. Tout à l'heure, je vous disais, il y avait du texte, du texte, tout image. Là, j'aime bien cette slide-là parce qu'il y a quand même, on trouve un certain nombre de catégories. Et qu'est-ce qu'on voit, c'est que finalement, ChatGPT, c'est pas forcément la meilleure réponse. Déjà, c'est un élément qui est important. Alors, elle commence peut-être à être un petit peu vieille, celle-ci. Mais en texte to texte, vous avez tout un tas d'éléments que vous retrouvez ici. En texte to code, s'il y a des informaticiens ici, on voit bien qu'il y a des solutions qui sont bien plus développées aujourd'hui que des outils comme ChatGPT. Du texte to audio, etc., etc. Je ne sais plus si c'est toi qu'on l'a fait, Aurélie, mais aujourd'hui, vous avez aussi des IA génératives qui vous permettent, modulo un texte, de sortir un PDF associé. Vous dites, tiens, moi j'aimerais bien l'exposer sur la Thaïlande. C'est capable de vous sortir en 3 clics de souris l'exposer sur la Thaïlande. Je vous en ferai la démo tout à l'heure.
Bon, la culture, c'est aussi de comprendre, ça pour moi c'est un élément qui est important à vous donner, que l'IA, c'est pas que ce que vous voyez en fait face à vous, hein, c'est pas que le chatbot conversationnel, ChatGPT. L'IA, pour moi, c'est surtout ce qu'il y a sous le capot. Hein, c'est sous le capot, on appelle ça les modèles, hein, on appelle ça les modèles de langage. Et votre chatbot, votre agent conversationnel, ben lui, ce qui est important, c'est qu'il va pouvoir dialoguer avec un ou plusieurs modèles. Et chacun des modèles va avoir ses versions, chaque modèle va évoluer, et chaque modèle va être entraîné de façon différente. Donc aujourd'hui, on retrouve des chatbots qui vous permettent de converser avec ces modèles. Alors, un peu plus technique, on retrouve des API, des éléments techniques informatiques qui permettent de converser avec ces modèles. Et puis on retrouve des applications que vous pouvez développer en entreprise qui peuvent converser avec ces modèles. Donc ça, c'est important. Et chacun des modèles, finalement, peut avoir son intérêt. J'y reviendrai juste après. Alors la concurrence, elle est vaste. On a même des IA françaises. Vous avez sans doute entendu parler de Mistral. Est-ce que vous connaissez Mistral dans cette salle? Vous avez entendu parler? C'est une start-up qui est quand même plutôt en vogue en ce moment. Chaque société va disposer effectivement de son propre modèle, des modèles qui ont un coût public, un coût privé, on le verra juste après. Mais ce qui est important de dire ici, c'est qu'il n'y a pas que ChatGPT dans la vie. Finalement, on va rentrer très vite dans une approche solution. Il y a des modèles qui vont être plus adaptés que d'autres en fonction des cas d'usage. Un détail qui a quand même son importance, quand je vous disais tout à l'heure que moi je voyais en entreprise des développeurs qui donnaient à manger à ChatGPT dès le début, c'est qu'en fait ils étaient ici. Donc là c'est super facile, hein. C'est $0. $0, on envoie, on fait ce qu'on a. Le petit détail qui tue, c'est celui-ci. Regardez bien ce qui est écrit. Alors c'est écrit en anglais, mais je pense que vous l'avez tous compris évidemment. C'est que dans un contexte public, toutes les données que vous envoyez, vous ne savez pas ce qu'ils en font. Donc les données que vous envoyez à ChatGPT, y compris dans le monde du public, elles sont susceptibles d'être réutilisées à des fins d'entraînement pour que les autres en bénéficient. Là, ça veut dire que moi, mes équipes, si ça se trouve, en novembre 2022, quand ils bossaient avec ça, ils ont donné à manger à ChatGPT des contextes entreprises, des algorithmes du monde de l'assurance vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a rien qui me prouve aujourd'hui que GPT, ou tout autre IA d'ailleurs qui a été utilisé, n'est pas utilisé là-dessus. Donc ça, c'est un élément réel aujourd'hui à considérer et qui est souvent totalement négligé quand on dit tiens, on balance, et tout le monde va utiliser. Ça fait peur. Moi, ça me fait peur. Bon, l'IA, elle est quand même déjà sous nos yeux. Encore une fois, c'est pas GPT qui a révolutionné tout le système. Il y a déjà des systèmes d'IA prédictives. Alors, pour les plus bricoleurs d'entre vous, vous reconnaîtrez le site de Mano à Mano. Il vous donne les produits compatibles, les clients qui ont déjà regardé, mais je pense qu'il n'y a pas un seul site internet qui n'est pas équipé pour. En tout cas, ceux qui ne le sont pas, ils ne vont pas vivre longtemps. Il y a ça. Vous connaissez ça? Ouais. C'est une capture d'écran de mon Netflix. Alors, ce qu'on appelle un système de recommandation, basé sur votre histoire, le contenu que vous avez déjà regardé. Bon, moi, qu'est-ce qu'il me propose? Il me propose Better Call Saul. Parce que je suis un grand fan de Breaking Bad, j'ai adoré. Et comme par hasard, il sait me proposer quelque chose qui est en corrélation avec ça. Voilà. En tout cas, c'est important. Alors, ne jugez pas si vous voyez des trucs qui ne vont pas, mais je suis pas un grand fan de Dr House pourtant. Bon, il y a peut-être des trous dans l'histoire, mais c'est devant nous. Voilà, c'est ce que je veux vous montrer. D'accord? De façon un peu plus subtile, il y a des IA aujourd'hui qui permettent de rendre des cas d'usage extrêmement intéressants. Donc il y a une œuvre ici qui s'appelle La Vierge et la Rose. Et en fait, il y a un consortium de scientifiques qui se sont toujours posé la question, mais finalement, est-ce qu'elle est du maître ou est-ce qu'elle est de l'élève, en fait, le tableau? C'est toujours posé beaucoup de questions. C'est l'IA qui a permis de détecter le fait que finalement, dans cette œuvre-là, il y en avait les 3 quarts qui étaient faites par le maître et le dernier quart qui a été fait par l'élève. Pourquoi? Parce que la peinture qui a réalisée avait des subtilités qui ne correspondaient pas à l'historique de la peinture du maître. Ça, c'est intéressant. Ce qui n'aurait pas pu être détecté, évidemment, à la main. Rien à voir. Aux États-Unis, McDonald's, on est tous les McDo. Qu'est-ce qui se passe ce dimanche? Welcome to Wendy's. What would you like? Can I have a chocolate frosty? Which size for the chocolate frosty? Medium. Excusez-moi. Je ne vais pas écouter la commande en entier. Qu'est-ce qui se passe au McDo? Vous savez comment ça se passe chez nous? Il y a quelqu'un, enfin il n'y a pas quelqu'un derrière
la commande, mais il y a quelqu'un à l'autre bout du téléphone quand vous passez là-bas, globalement, c'est terminé aujourd'hui. D'accord ? L'IA, à travers le langage, le traitement du langage naturel, est capable d'interpréter ce que vous commandez, de passer automatiquement la commande. Donc c'est devant nous. Hein, et si on continue de parler de nourriture, alors ça c'est pas mal. Prenez en photo le plat que vous allez manger ce soir et demandez-lui le nombre de calories pour votre repas de ce soir. Ça le fait en live. Depuis la dernière version de GPT, ça vous dit. Vous avez 2 tranches de pain de mie, ça contient 70 à 80 calories, vous avez de la purée, 3 boulettes de viande. Ça devrait changer un certain nombre de métiers. Et ça, c'est gratuit à votre disposition, que ce soit sur ChatGPT ou autre. Il y a des cas d'usage qui sont vraiment intéressants. Je vous ai parlé de celui du McDo, où on pourrait s'en passer. Au Kenya, aujourd'hui, il y a quand même, enfin, dans les pays africains, globalement, il y a un certain nombre de maladies qu'on n'a plus, nous, sur notre continent. La tuberculose. On m'a dit qu'il y avait une nouvelle technologie que nous pouvions utiliser pour diagnostiquer la tuberculose grâce à l'enregistrement de la toux. C'est ce que j'ai fait et ils ont confirmé mon état. 5 secondes d'enregistrement de la voix, on est capable de détecter la tuberculose au Kenya aujourd'hui. Voilà. C'est un cas d'usage qui est quand même assez exceptionnel. Voilà. Donc il y a des usages un peu moins glorieux, je vais le dire comme ça, mais c'est important de les connaître tout de même. Hein, en termes de... Il y a Fraude GPT, hein, c'est une IA que vous trouvez sur le Darknet. Tu regardes avec des grands yeux, ouais, je te jure, ça existe. Bon, c'est pas gratuit, ça coûte $200 par mois. Par contre, vous pouvez faire tout ce qui n'est pas bien dessus. D'accord ? Donc ça, c'est absolument indécent. Il y a déjà des dark business, je vais le dire comme ça, qui se créent autour de ça. C'est pas bon, c'est pas bien, mais il y a toujours des utilisations, comme dans tout avènement technologique, des utilisations qui sont dérivées. Et c'est aussi pour ça qu'il faut savoir les maîtriser. Donc pour faire l'IA, évidemment, il faut savoir lui parler. Ce mot-là, vous avez sans doute entendu parler, le prompt. Est-ce que vous êtes tous bien familiers ici de ce que c'est un prompt ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle bien ? Ouais, vous êtes expert, ça j'avais oublié. Alors, le prompt, si on reprend, moi je connais bien l'environnement Google, si on prend l'environnement Google, en fait, il se situe ici. Hein, sauf que le prompt, c'est votre façon de vous exprimer à l'IA. D'accord ? Puisque vous recevez, en fait, c'est ici. Ce que vous ne voyez pas, c'est tout ce qui se passe sous le capot. Vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai parlé des modèles publics et des modèles privés. Mais quand vous avez un modèle privé, vous avez peut-être, à savoir avec le juridique et selon les modèles, mais globalement, vous avez ça. D'accord ? Vous avez l'assurance que ce que vous envoyez, ça va être utilisé tel que vous l'avez signé juridiquement. Ça, c'est quelque chose de très important. Derrière, vous avez d'autres possibilités. Vous avez la possibilité d'entraîner vos IA avec les données de votre entreprise. Les tuner, ça, c'est quelque chose d'important. Et puis aujourd'hui, on trouve quelque chose comme le RAG, qui est un phénomène qui apparaît beaucoup dans les entreprises. C'est de venir dire quoi ? C'est de venir dire, mais vous avez votre IA de base, puis vous allez la greffer sur votre base documentaire. Ça, c'est des éléments qui sont importants dans un contexte entreprise, puisque ça permet d'accélérer activement la productivité que vous pouvez avoir. Donc l'intérêt du prompt engineering, si je me remets en novembre 22, qu'est-ce qu'on voyait ? Ça, je l'ai vu sur Internet, c'est pour ça que j'ai voulu vous l'afficher. Aux États-Unis, les prompt ingénieurs payaient entre $175 000 et $335 000. On voyait que ça. Les trucs, c'était absolument aberrant. C'était le métier de demain, etc. Je vous remets la Google Trends, l'intérêt de la recherche à 100. Depuis 1 an et demi, ça s'est vachement estompé. On est en train de se dire que finalement, ça, c'est pas un métier tout seul. C'est l'évolution de vos compétences à tous ici dans la salle. C'est absolument inévitable. Voilà. Donc ça, c'est aussi un changement de paradigme qui est apparu. Mais là, il était tel à ce moment-là qu'on commençait à voir apparaître ça. Par contre, il y a un super bouquin, puisque c'est à vous de vous accaparer vos compétences. Je vous invite vraiment à le lire, il s'appelle Hyperprompt. Et lui, il va vous donner plein de techniques pour apprendre à parler à votre IA. Alors là où c'est important de savoir lui parler à l'IA, j'adore cet exemple, je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un pêcheur. On a demandé à une IA un pêcheur qui attrape un saumon. Voilà. Elle est réelle, hein, elle est réellement sortie. Alors, je ne sais plus quelle IA c'est. Alors j'ai essayé la semaine dernière, ça a été évidemment corrigé. Mais c'est un pêcheur qui attrape un saumon. Qu'est-ce que ça sous-entend ? Ça sous-entend, l'IA, elle a rendu l'image telle qu'elle l'a appris, dans un contexte qu'elle l'a appris.
Ce qui est important dans le prompting, parce qu'on sait tous le faire, on est tous des experts de prendre un chat GPT, un Gemini ou tout ce qu'on veut pour saisir quelque chose dedans. L'important, c'est pas tant de le saisir, c'est de savoir quelle exigence vous allez vouloir en retour. Quelle qualité du livrable vous allez avoir en retour. Alors, tout à l'heure, je vous disais, quand on donne ça à peu importe la population métier en entreprise, si vous ne ciblez pas le niveau d'exigence que vous voulez en retour, si vous ne contrôlez pas ce que les gens ils en font, je vous assure, c'est un fiasco. Moi-même, je l'ai constaté, j'ai la chance, j'ai une population informatique dans mon quotidien. Ça, c'est l'étape la plus importante. Et c'est probablement celle que l'on sous-estime le plus en fait, aujourd'hui. Donc, autour de ça, même si c'est, à mon sens, pas forcément un métier à pain-pierre de main, ça reste une compétence d'ingénierie qu'il faut développer. Et aujourd'hui, on commence à trouver des techniques. Alors, je ne vais pas tous vous les passer parce que c'est compliqué, mais on trouve des techniques pour les plus informaticiens d'entre vous qui s'apparentent à des patterns finalement, à des formes de prompts, à des prompts qui vont être adaptés plus ou moins en fonction d'un certain nombre de contextes. Et ça, il y a des gens aujourd'hui qui commencent à gratter là-dedans et sur lequel on est en train aussi en entreprise d'industrialiser finalement la façon qu'on va avoir de requêter nos IA à travers des prompts. Voilà. Et tout ça pour tout un cas de cas d'utilisation. Vous voulez résumer du texte, vous trouverez des prompts, poser des questions, générer du code, classifier du texte, faire de l'art, de la correction grammaticale, convertir un langage à un autre. Bref, et je le dis souvent, finalement, la seule limite de tout ça, c'est votre créativité à vous. Quand les gens veulent venir faire de l'IA pour faire de l'IA, moi, je propose vraiment une démarche inverse, c'est que l'IA permet de répondre à des problématiques, puisque globalement, tout ce qui a été fait par l'être humain peut être reproduit par une IA. Voilà. J'aime beaucoup ce monsieur, alors j'aurais jamais à dire son nom, je ne le dirai pas. Ce que je vous dis, c'est que c'est l'ancien patron de chez Tesla, des équipes techniques, c'est l'ancien CTO, et il est désormais chez OpenAI. Puis lui, il dit quoi? C'est que le nouveau langage de programmation un peu chaud à la mode, c'est l'anglais. Voilà, ça veut dire des choses. Que le patron d'une entité technique comme OpenAI vienne dire que le nouveau langage technique à la mode, c'est l'anglais, je trouve ça vachement intéressant. C'est une vraie évolution, en fait, dans nos métiers. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On commence à voir apparaître sur Internet des bibliothèques de prompts, quel que soit le métier. Là, vous voyez, typiquement pour Excel, il y a un site qui s'appelle Anthropic, et une catégorie Excel. Et sur Anthropic, vous trouverez des prompts qui sont préconçus pour vous donner le niveau de qualité que vous attendez sur des compétences Excel que vous faites peut-être à la main en entreprise. Ça existe sur le SQL, ça existe sur pour faire ses courses, pour faire ses menus le soir, ça existe pour du Python, pour créer un site internet. On commence à voir l'émergence de ces environnements communautaires et voilà, comme je dis ici, des prompts qui sont pré-optimisés. Voilà. Vous connaissiez ça? Non. Personne? Allez-y, c'est magnifique. Sauf à la Massif, c'est intéressant. Bon. Enjeu numéro 3, alors celui-ci, il est important. Je ne vais pas forcément m'attarder dessus, mais il faut quand même que je vous en parle. C'est ce qu'on appelle les biais. La définition du biais, je vais pas vous l'apprendre, évidemment. Voilà, vous savez ce que c'est. C'est important, mais il y a des utilisations encore aujourd'hui qui sont dérivées et l'IA va favoriser de façon assez maladroite ce genre de choses. Des questions à se poser dans le domaine du recrutement, je pense qu'ici vous êtes bien placé. Quelle est la place de l'IA? J'ai entendu qu'il y avait une RH en plus ici. Quelle est la place de l'IA demain? Est-ce que c'est un facteur de discrimination? Je suis curieux d'en discuter à la sortie du point. En tout cas, pour moi, c'est un enjeu à respecter. Simplement pour vous dire qu'il y a deux types de biais. Il y a ce qu'on appelle les biais statistiques, qui sont liés finalement à la forme d'apprentissage. Et puis les biais cognitifs, c'est ceux qui vont être implémentés, adroitement ou maladroitement, mais directement dans le code. Voilà. Donc Google n'est pas épargné. Quand on fait une recherche sur Google, donc les femmes sont, regardez donc ce qui ressort. Je n'ai pas dit que c'était vrai, mais en tout cas, je dis que c'est ce qui ressort de Google. Alors méchante, c'est pas moi qui l'ai dit, c'était directement comme ça dans la capture d'écran. Mais en tout cas, ça reste des biais. Quand c'est des biais sexistes, en plus dans le monde d'aujourd'hui, vous admettez que c'est tout de même assez compliqué.
Voilà. Donc les biais, on peut les mettre là aussi pour vous dire que si vous faites des IA dans vos entreprises ou si vous implémentez des IA, les biais peuvent être présents à chacune des étapes de la conception. Dès qu'on pense qu'on va faire une IA ou dès qu'on implémente ou dès qu'on l'utilise, vous pouvez avoir des biais partout. Dans le développement, dans la récolte de données, dans l'étiquetage, dans l'utilisation, dans le feedback et dans le management. Tous ici, on est concernés directement. C'est aussi le risque d'une donnée de mauvaise qualité. Vous êtes des experts, vous le savez, les IA sont entraînées à partir de trains de données. Si vous avez ce qu'on appelle un dataset de mauvaise qualité, c'est-à-dire de la donnée qui est pas bonne, en tout cas qui n'est pas suffisamment représentative, mais que vous avez une super IA, vous ferez une très mauvaise prédiction. Ça, c'est quelque chose d'important. Moi, ce que j'aime bien ici, c'est que vous savez, comme dans les entreprises, on a stocké des données pendant des années. Moi, dans le monde de l'assurance, j'ai toujours entendu ça, mais on a trop de données, on ne sait pas comment faire. Aujourd'hui, on est trop heureux, on les garde des données. Voilà, parce qu'on sait qu'elles vont être utilisées, et en plus, quand c'est des données non structurées, avec l'avènement Big Data qu'on a pu avoir il y a quelques années, là, on commence à trouver du sens, finalement, au cheminement de tout ça. Ah, les stéréotypes. Parce que là, je vous parlais de biais. Imagine un CEO. CEO, vous savez, c'est le patron d'une entreprise. Et qu'est-ce qu'il y a ici? Je suis désolé, mesdames, il n'y a que des hommes au travail. Voilà. Ça pose question. Hein. Quel type de biais vous avez ici, finalement? Est-ce que c'est un biais qui a été implémenté volontairement ou est-ce que c'est un biais qui est lié aux données d'apprentissage de l'IA qui a restitué ça? C'est un vrai sujet. Imaginez une secrétaire, c'est la même chose. Il n'y a pas d'homme, en fait, ici. Voilà. Donc les modèles de génération d'images, vous en connaissez sans doute, mid-journée, etc., ils peuvent reproduire des stéréotypes comme ça. Donc là, il y a des enjeux là-dessus. On a assisté avec Arnaud ici à une conférence il y a peu de temps, où justement, aujourd'hui, il y a des associations qui luttent contre les stéréotypes, contre les biais, qui sont là pour corriger ce genre de problématiques. Voilà. Si vous voulez aller plus loin, si vous avez Netflix, souvenez-vous, le système de recommandation, il y a un super reportage que vous pouvez regarder et vous en apprendrez évidemment beaucoup plus sur tous ces biais. Enjeu numéro 4, c'est le green, c'est l'écologie. Je pense que c'est un peu le narratif du moment, l'écologie. L'IA, ça coûte à la planète, il est difficile évidemment d'en parler sans parler d'écologie et d'empreinte carbone. Je pense que ça perturbe tout le monde, on n'entend que ça. Alors hier, quand je l'ai présenté, je l'avais caché. L'entraînement d'un modèle comme GPT-3, c'était l'équivalent de 502 tonnes de CO2 ou 83 éléphants d'Afrique. Ce qui est quand même plutôt considérable. Et là, on va parler seulement d'un entraînement. Pour vous donner un ordre d'idée, ça correspond à la consommation moyenne de 300 foyers français. C'est pas rien quand même dans le monde d'aujourd'hui. On dit aussi que l'IA, elle consommera 2 fois plus d'énergie que la consommation française aujourd'hui à horizon 2030. Un chiffre qui est assez fort. Microsoft avait annoncé en 2020 qu'ils atteindraient la neutralité carbone en 2030. Alors, c'était avant l'avènement de tout ça. Alors, franchement, c'est vachement bien. On annonce la neutralité carbone en 2030. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui? 2050. Non. Microsoft construit son propre réacteur nucléaire. Voilà. Via la fondation Bill Gates pour l'écologie. Voilà. D'accord. En 4 ans, le monde a quand même tourné. Et évidemment, les enjeux de Microsoft de neutralité carbone, je pense qu'ils semblent plutôt éteints. Cette entreprise-là, moi je l'ai connue quand j'avais le temps de jouer aux jeux vidéo. C'était génial, elle était spécialisée dans les cartes graphiques. Je pensais que cette entreprise ne faisait que des cartes graphiques. Aujourd'hui, son développement, c'est sur les puces autour de l'IA. Les puces qui permettent l'apprentissage, la restitution, les puces de calcul. Si je ne raconte pas de bêtises, elle a dépassé hier ou avant-hier la capitalisation d'Apple. Ça y est, les numéros 1. L'action, elle monte en flèche. J'ai vu 58 000% depuis 99. Ça valait le coup de mettre un petit peu d'argent à l'époque.
Allez, non, c'est... Et je vais vous faire culpabiliser, l'IA existait déjà en 99. Voilà. C'était à vous d'y penser. Il y a un paradoxe, et j'aime bien le dire pour conclure sur cette partie, c'est qu'on trouve aujourd'hui des IA qui vont nous aider pour lutter contre le réchauffement climatique. Et ça, c'est intéressant, parce que si vous les entraînez sur un certain nombre de sujets, ici c'est entraîné sur 10 milliards de données, ben, ça permet d'aider les chercheurs à prendre des décisions, et parfois les bonnes décisions. Ça, c'est important. Il y en a même une dont je ne me rappelle plus forcément le nom, qui existe, c'est une surcouche de Google Maps, qui est capable de simuler, ben, dans votre maison, vous mettez le Street View, c'est capable, vous mettez plus 1 degré, plus 2 degrés, plus 3 degrés, plus 10 degrés, et ça vous simule la montée des eaux chez vous directement, ça fait même cramer votre pouce, ça fait tout, voilà. Vous voyez en direct ce qui est en train de se passer. On retrouve aujourd'hui ce genre d'éléments. Là, je vous ai donné quand même pas mal d'infos là, sur la demi-heure. On va juste faire une toute petite pause, on va essayer de jouer un peu. Puis vu que vous êtes des experts, on va faire un peu les deepfakes. Vous allez me dire si c'est vrai ou faux. Est-ce que celle-ci, elle est vraie ou est-ce que c'est faux? Ah, je vais démarrer. Qui dit faux? Ok. Est-ce que vous avez un argument pour me dire que c'est faux? Le violet, c'est ça. Le violet est bizarre. Alors, l'élément de contexte, c'est quoi? Je ne vous l'ai pas donné. C'est le Mont Saint-Michel, vous l'avez reconnu, évidemment. Mais surtout, c'était pendant la période des aurores boréales. Vous savez, il y a 2 mois, on ne voyait que ça, quoi. Et puis là, forcément, sur Instagram, les photos des aurores boréales, ça date de là. D'accord. Donc c'est fou, là, il y a la moitié à peu près qui disent que c'est fou. Hein? Eh bien, c'est faux, voilà. Je ne sais pas vous dire pourquoi, mais en tout cas, elle est fausse. On voit ça, il y a un certain nombre de détails en fait qui sont ici. On voit que c'est un peu plus dessiné. En tout cas, elle est fausse. Je l'avais marqué en dessous. C'est X milliers de partages sur Instagram de gens qui pensaient qu'elle était vraie cette image. D'accord. Admettez que ça reste plutôt bluffant. Vous connaissez lui? Bruce Willis. Bon, ben ça c'est le dernier film de Bruce Willis qui va sortir. D'accord. Est-ce qu'elle est vraie ou est-ce qu'elle est fausse? Je vais démarrer. Allez, qui dit faux? Ouais, mais qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle est fausse, l'image de Bruce Willis? Parce que c'est clair. Il n'est plus en état de faire aucun film, en fait. La démence fait que... C'est vrai, bah, c'est un super argument. Bon, en effet, Bruce Willis n'est plus capable. Là où je veux vous emmener, c'est sur la chose suivante. Le prochain film de Bruce Willis va être fait à partir du visage de Bruce Willis. Il a donné son accord à la maison de cinéma, enfin, je ne sais pas si c'est une maison de cinéma, mais vous m'avez compris, qui va se servir de son visage et à l'aide de l'IA, va faire bouger le personnage. Donc il y aura son pendant, son clone, et puis il y aura le montage qui sera fait avec Bruce Willis qui est ici. Voilà. Les IA aujourd'hui sont capables de faire ça. Le résultat est absolument bluffant. C'est tout frais, hein. J'ai appris ça cette semaine. Voilà. J'ai vu les images, le film n'est pas encore sorti, je connais même pas le titre, je ne me suis même pas attardé, mais voilà, admettez que c'est un progrès aujourd'hui de l'IA. Est-ce qu'ils sont vrais ou est-ce qu'ils sont faux, les visages? Si oui, lesquels sont vrais, lesquels sont faux? Ah. Si le petit enfant est vrai. Lequel petit enfant, lui? Oui. Et la dame à côté aussi. D'accord. Ah oui. Alors, il y en a une qui n'est pas vraie là. Sur 3 semaines en partant de la droite, première ligne. En partant de la gauche, pardon. J'ai envie de pas vous le dire. C'est tout faux. Hein? Ce sont que des images générées par l'intelligence artificielle. Et en plus, cette photo, je l'avais déjà, peut-être certains d'entre vous l'ont déjà vue, hein, elle a peut-être à peu près 1 an. L'IA a encore bien progressé, l'IA générative depuis cette période. Mais tout ça, c'est faux. Ce sont que des visages générés. Voilà. Là, je ne vais pas vous demander si c'est vrai ou si c'est faux. Je vais vous en raconter une petite histoire. Je ne sais pas si vous écoutez de la musique américaine ou pas, mais un monsieur qui s'appelle Randy Travis, qui est un chanteur plutôt très connu aux États-Unis. Et en fait, ce monsieur, malheureusement, il a perdu sa voix. Il y a 2 ans. Bon, aujourd'hui, vous l'avez compris, à partir de quelques secondes d'enregistrement de la voix, oui, c'est pas quelques secondes, hein, on en a des bibliothèques entières, eh bien, il vient de sortir son nouvel album. Il a juste à lui écrire les paroles. Je ne sais pas si...
parole commence. She had eyes like diamonds, La voix Jésus. caught the light. Oh, but they were dark and On va se mettre à pleurer. Si j'arrive. Allez, on continue. Est-ce qu'elle est vraie ou est-ce qu'elle est fausse, celle-ci? Dans les fausses. Et pourquoi elle serait fausse? Sa tête, il y a un truc qui va. Les étoiles. Ah oui, exact, il y a 2 étoiles, bien joué. J'avais dit qu'on arrêterait de pleurer, mais non. Il avait 2 étoiles ici, il a la Coupe du Monde, ça ne s'est jamais produit. Donc vous savez très bien pourquoi. Allez, une autre. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Je sais plus, mais je crois que tu me l'as déjà montré. Non, c'est vu. Il y en a à qui je l'ai déjà fait voir. Belle. Je triche. Je radote. Et t'es vraiment sûr que c'était faux? Tu te souviens vraiment de la réponse, Aurélie? Absolument pas. Je me souviens que tu nous avais dit que c'était faux parce que. Il fait on a eu 3,52 doute, mais. Non, je saurais plus dire pourquoi. Mais non, c'est faux. On a un peu avancé. C'est quoi? C'est du Facebook, ça. Le compte, c'est Animals Are Amazing, hein, un compte qui, comme son nom l'indique, a vocation à vous afficher des animaux assez incroyables dans le monde. Donc, aucune raison de vous donner des deepfakes ici. D'accord? Pourtant, ça a été partagé plus de 10 000 fois, 960 commentaires, 5100 likes. Donc, autant de personnes qui ont cru, et d'autres sans doute qui n'ont rien mis. C'est pas le cheval, en fait, qui est déconnant, en fait, ici. Parce que rien ne vous prouve que c'est pas eux qui sont tout petits. D'accord? Ou peut-être que la cabane est petite. Et regardez bien, il y a un détail ici qui est important. Regardez la main, en fait, du monsieur. Alors, c'est vrai que celui à distance ne me voit peut-être pas. Regardez bien la main. Les IA génératives ont beaucoup de difficultés avec les mains. D'accord? On voit la main, donc elle est grande comme ça, quoi. Si je fais la proportion avec le cheval, ça lui arrive ici. Bon, vous admettez que c'est quand même compliqué. Je ne sais pas si c'est pas la dernière, celle-ci. Je pense que je l'ai zoomé, je m'en excuse. Canette de Coca-Cola. Ouais. Elle est vraie ou elle est fausse, celle-là? J'ai Tu l'as déjà acheté en France? Donc c'est en effet une canette de Coca, et Coca, il y a un peu plus d'1 an de ça, ils ont décidé de sortir une version, alors je ne sais pas si elle est sur limité ou pas, mais en tout cas une version de leur canette dont le design est généré par l'IA et dont le contenu est généré par l'IA. On fait les deux. Et je suis allé en Thaïlande l'an dernier, et je l'ai vu physiquement dans les magasins. J'ai pas vu. Tu l'as en France, hein. Et tu l'as en France? C'est quelque chose, c'est genre K-pop, mais Coca, je sais pas quoi. Et donc ça a été fait par Coca-Cola. Voilà. On voit qu'il y a des utilisations qui peuvent vous paraître farfelues, mais en tout cas c'est dans votre quotidien. C'est bon. Ah, Vasa. Ouais. Donc, Vasa, produit Microsoft. D'accord? Ce produit, il a vocation à faire quoi? Vous donnez votre photo, vous enregistrez un petit bout de votre voix, à peu près 5 secondes, vous dites ce que vous voulez que ça fasse, d'accord? Vous donnez du texte, et vous dites j'aimerais bien que le visage il soit comme ça, il soit comme ça. En tout cas, vous donnez un certain nombre d'éléments. Et derrière, ben, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. But you know what I decided to do? I decided to focus all my attention, all my time on listening. So instead of doing something else, I just listened, and listened. Because I'm a true believer that... Pour l'anecdote, Microsoft l'a retiré du grand public. Quand vous imaginez les dérives que ça peut faire, quoi. Je le disais encore hier, la campagne électorale en Inde, ça a été truffé de ce genre de choses, quoi. Voilà, c'était il y a pas longtemps, c'était il y a 2 mois ou 3 mois. Bon, mais pour rigoler... My tip number 3 kind of Allez, contradicts la my question, tip number 4 because it's about challenging yourself with... Bon, ça devient embêtant. Un peu moins drôle, je vous emmène sur le sujet du réglementaire. Alors, c'est un sujet qui est important, évidemment. Hop. Où est-ce que je vous emmène? Vous savez, au début, on s'est dit, il y a le chatbot qui est tout en haut, c'est votre argent conversationnel. Et puis en bas, il y a les modèles. Vous vous souvenez des modèles qui étaient ici?
Et bien aujourd'hui, il y a des sociétés qui se sont spécialisées dans l'indice de transparence de ces modèles. Je vous ai parlé au début, quand vous envoyez de la donnée, qu'est-ce qu'ils en font, quoi. D'accord ? Regardez bien. Meta, donc Facebook, qui a un modèle qui s'appelle Lava. Ce modèle, son indice de transparence en 2023, il était de 54%. Voilà. Donc je vous laisse juger de qu'est-ce que font ces gens-là de vos données. OpenAI, c'était 48% d'AGPT4 en 2023. Il y a Google, il y a tous les autres. Donc on est sur quand même un indice de score qui est quand même pas super glorieux. C'est un enjeu qu'il faut vraiment prendre en considération dans le déploiement. Le même est sorti le mois dernier, mai 2024. Alors, il y a eu un peu de progrès. Nous, Français, on est à 55%, c'est quand même pas terrible, mais des modèles tels que vous les connaissez, hein, on a de la peine à savoir de 50% de ce qu'ils font des items que sont les nôtres. Ça, c'est quelque chose de très très important à prendre en considération. Et peut-être vous l'avez dit, vous avez peut-être entendu parler, c'est l'IA Act. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, ça ? Vous avez dû le voir aux infos. Hein, parce que l'enjeu de tout ça, c'est de le réglementer. On ne peut pas continuer à avoir des IA qui font on ne sait quoi, en fait, finalement. D'accord ? Vous devez maîtriser un petit peu tout ça. Alors l'IA qui dit quoi ? Globalement, je ne vais pas trop vous polluer, il est tard, mais qu'il y a 4 niveaux de risque. Il y a des choses qui sont acceptables et il y a des choses qui ne le sont pas. Un exemple que je donne souvent, c'est le social scoring. Est-ce que ça vous parle, cette notion de social scoring ? Vous savez ce que c'est ? C'est en Chine. En Chine, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez un peu comme un permis, en fait, un permis à points. Vous mangez le passage piéton, vous perdez des points. Et c'est un peu la somme de ces points qui va vous conditionner à l'obtention d'un prêt ou des éléments comme ça, par exemple. C'est Black Mirror, hein, je sais pas pour ceux qui ont vu la série. C'est de la fiction à la réalité. L'IA Act dit que ce risque-là est en Europe prohibé. D'accord ? Ça, c'est vraiment important. C'est des choses qui vont aussi arriver en entreprise, hein, dans le cadre de l'utilisation. Admettez qu'on est quand même très loin de l'utilisation qu'on pouvait avoir de ChatGPT au début en novembre 22 dans nos équipes. Et là, on voit ça apparaître. Qu'est-ce qui aura empêché des équipes RH de faire du social scoring en novembre 22 sans une telle réglementation ? Techniquement, rien. Hein. Donc cet e-Act, en fait, il va se déployer sur 36 mois depuis la date à laquelle il a été voté. Ça va s'affiner évidemment dans un certain nombre de textes de loi et vous allez voir ça évidemment apparaître en entreprise et dans notre quotidien en termes de réglementation. Je fais souvent le parallèle avec les RGPD. Vous savez, quand c'est arrivé en entreprise, ça a débouillé dans tous les sens, il y a eu des formations partout, les DPO ils sont arrivés. Bon voilà, il y a eu un certain nombre d'éléments. Attendons-nous à tout ça. Là où je vous emmène, ce qui est compliqué dans la réglementation sur l'IA, c'est qu'il se passe des choses chez nous. Mais eux aussi, hein, la Chine, ils ont leur réglementation. Est-ce que eux, ils ont envie de prohiber le social scoring ? C'est compliqué avec nos amis chinois de s'accorder sur une réglementation. Et si on met ça au regard de ce qui se passe en Angleterre, au Canada, aux États-Unis, au Brésil, et pour que tout ce joyeux monde puisse s'accorder, on voit que ça pose un certain nombre de problèmes. Ça pose tellement de problèmes que ça, c'était le G7 du novembre mi-23, donc c'était il y a un petit peu plus d'un an. Ce sujet-là était à l'ordre du jour du G7. Il est évident qu'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur une réglementation. Et le mois dernier, il y a eu un autre G7, vous l'avez peut-être entendu parler. C'était qui l'invité du G7 ? C'était le pape, pour parler de la réglementation autour de la religion et l'intelligence artificielle. Ça touche tous les domaines. La religion est directement concernée. Les biais sont concernés par ça. Voilà. Donc il y a un laboratoire, le laboratoire de la CNIL, commence à travailler un petit peu là-dessus. Comment vous, en tant que consommateur, comment nous, dans les entreprises, en tant que manager, on peut être capable de donner à nos clients, mais tiens, ça a été fait par l'IA et ça ne l'a pas été fait. Ou ça, c'est fait de façon hybride par l'IA. Donc on commence à voir ce genre de sigle apparaître, donc toute une normalisation qui arrive dans le monde de l'entreprise et puis qui va vous dire très simplement, un peu comme on l'a, je sais pas, dans le monde du commerce, quand on achète de la viande, on sait d'où elle vient. Je ne sais pas si le parallèle est bon, mais ça n'a pas été fait par l'IA,
ça a été fait par l'IA ou ça a été assisté par l'IA. On commence à voir ce genre de choses apparaître. Souvenez-vous de l'image tout à l'heure sur le Mont Saint-Michel. Moi, j'aurais bien aimé avoir un cible comme ça pour savoir. Voilà. C'est peut-être un peu gros, mais bon. En tout cas, on voit qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont à traiter autour de ça. Alors, si vous ne voulez pas donner toutes vos données, si vous ne voulez pas être tributaire de ça, ce que vous pouvez faire, c'est avoir votre propre IA sur votre poste de travail. Peut-être même, vous l'avez entendu cette semaine, il y a Apple, lors de sa conférence, qui s'appelait, je ne sais plus comment, je pense qu'il y a des fans d'Apple dans cette salle, ils ont annoncé un partenariat avec ChatGPT, où désormais ChatGPT va être natif sur les téléphones. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les iPhones vont avoir leur propre modèle en local. Vous pouvez avoir votre propre modèle sur votre PC, un modèle qui soit en interne sur votre ordi. Et le pire de tout, c'est que c'est super simple en fait à faire. En quelques clics de souris, vous pouvez monter votre propre modèle et tout le monde le propose. Votre propre chatbot. Voilà, donc c'est la même chose. Un chat GPT que vous consultez sur Internet avec une adresse Internet, là, vous pouvez le consulter directement sur votre poste de travail et installer chez vous. Je ne vais pas trop vous embêter là-dessus. Le message que je peux vous faire passer, c'est que par exemple dans le monde de l'industrie, où il y a le secret industriel qui réside quand même énormément, c'est compliqué d'ouvrir des serveurs dans le monde de l'industrie. Donc aller expliquer à un patron de l'industrie qui doit s'ouvrir pour que ses salariés accèdent à une intelligence artificielle, eh ben, le fait de pouvoir installer des IA en local dans des systèmes industriels, ça peut aider et favoriser tout ça. Voilà. Si ça vous intéresse, vous avez un GPT for All qui est quand même plutôt pas mal. Alors, peut-être que si vous êtes ici, c'est que vous êtes inquiet pour votre emploi. Moi, je l'ai vu beaucoup au début. Puis je me suis amusé à faire une petite photo de tout ce que je retrouvais comme image sur l'emploi. Est-ce que ça va automatiser 100% de la saisie comptable? Est-ce que ça va nous dépasser? Est-ce que ça va bousculer le monde? Alors, vous voyez, il y a quand même il y avait de la dramaturgie autour de ça. Hein. C'était compliqué. Hein. Moi, si je lisais tout ça, j'avais plus de développeurs dans mon équipe au bout d'un coup. C'était terminé. Et il y a des gros cabinets de conseil qui se sont emparés de ça. Eux, ce qu'ils ont dit, là, je prends l'exemple de PwC pour ne pas les citer, c'est que 22% des postes en France pourraient être automatisés d'ici la fin de la décennie et 35% d'ici 2035. Il y a un domaine que je connais plutôt bien, c'est le monde du RPA. Vous savez, le RPA, c'est des robots logiciels. Les robots, ça fait 25-30 ans que ça existe. Et il y a pourtant toujours aujourd'hui des gens qui font les mêmes tâches tous les jours dans les entreprises. Alors c'est là où je pense qu'il faut prendre un petit peu de recul. Le RPA a sans doute supprimé des emplois, mais est loin de les avoir tous automatisés. L'IA va vous bouleverser tous, c'est une certitude, hein, c'est un narratif qui existe aujourd'hui. Est-ce qu'on va arriver à ce chiffre de 22%? L'avenir me le dira. En tout cas, la conviction qui est la mienne, c'est que ça va aussi créer de nouveaux métiers. Je donne souvent cet exemple aussi, c'est l'exemple chez les développeurs. Qu'est-ce qu'est dit c'est McKinsey qui a sorti ça. McKinsey, ils sont durs. Hein. Si j'ai des informaticiens ici, ils disent quoi? Ils disent que seul 10% du temps d'un informaticien est consacré aux tâches d'ingénierie. 10%. Les 90 autres %, c'est pas qu'il fait rien, c'est qu'il fait des réunions, il fait de la documentation, il fait du code, on va dire, plutôt simple, mais c'est pas une activité d'ingénierie. Et eux, ce qu'ils disent, c'est à horizon, je crois que c'est 5 ans, 6 ans, c'est que ces 10% vont devenir les 90% demain. Parce que le reste, justement, va être généré à l'aide de l'IA générative. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est vachement pertinent, parce que, en tout cas, des tests moi, que j'ai menés et ce que je vous expliquerai derrière, c'est vraiment ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui. Les tâches, alors, je ne vais pas trop dire à faible valeur ajoutée, mais en tout cas qui peuvent être générées, le seront inévitablement, pour moi, à l'aide de ces outils, dès lors qu'on les utilise convenablement. Voilà. Ça, c'est l'Est républicain, un journal français, peut-être vous en avez entendu parler. Vous savez ce qu'il a décidé, le patron de l'Est républicain, il y a quelques mois? Ben, lui, il a dit, on va générer tout le contenu de notre journal avec l'IA. Voilà. Enfin, il a essayé, tous les salariés se sont mis en grève. Voilà, forcément, ça a créé un certain nombre de problèmes. Le monsieur était peut-être avant-gardiste. En tout cas, sachez qu'il y a des journaux qui ont été publiés avec un contenu 100% généré par l'IA.
Donc là aussi, dans le monde du journaliste, ça crée un certain nombre de changements. Il y a des trucs plus positifs. Dans la médecine, avec un téléphone, on est capable de détecter vos grains de beauté, s'ils sont cancéreux, s'ils ne sont pas cancéreux. Là, ça change des choses dans le monde de l'emploi, mais des emplois plutôt très qualifiés, tels que ceux des médecins, se voient aussi totalement chamboulés, au même titre que la CIA qui travaille activement aujourd'hui avec des outils d'IA générative. Et Indeed, ça je pense que ça va vous intriguer aussi. Indeed que vous connaissez, qui est un site qui permet d'afficher des offres d'emploi. Indeed aujourd'hui sait générer automatiquement les annonces à partir de l'intelligence artificielle générative. Génère automatiquement. Ça fait partie de leur mode de fonctionnement intégrant. Donc on s'est dit que ça allait supprimer des emplois, mais on se dit aussi que ça va en créer. Peut-être dans vos entreprises, vous avez des CTO, des CDO, donc d'un côté des patrons d'équipe technique informatique, de l'autre des patrons d'équipe data. Mais là, ce qu'on voit apparaître, c'est des patrons d'équipe IA. En fait. Donc ça, c'est quelque chose qui commence à arriver, des CIO, des gens qui offrent justement une vision, qui sont capables de créer tout ce qui va se passer autour de l'IA dans les entreprises. Et puis on en voit un autre apparaître, celui-ci il est beaucoup plus prégnant, on le voit quand même de plus en plus, c'est les métiers de l'éthique de l'IA dans les entreprises. Alors je ne sais pas comment ils vont s'appeler précisément, et je pense que la terminologie va changer en fonction des entreprises, mais le métier de l'éthicien, voilà, il va débouler, comme on a vu celui du DPO, et hier on me disait même que ça serait vraisemblablement une fonction avancée du DPO que vous avez dans vos entreprises aujourd'hui. Si on regarde ça, là, ce que je vous fais voir ici, c'est finalement, une fois qu'on s'est dit, il y a de l'IA, ça peut faire plein de choses, mais on peut raisonnablement se poser la question à quel moment il y aura le niveau de maturité suffisant pour savoir faire tout ce que nous, on sait faire manuellement. Et cette timeline, je l'aime bien, parce qu'on estime aujourd'hui qu'évidemment, regardez, on est ici, aujourd'hui, les IA génératives, elles ne savent pas tout faire comme vous. Vous avez tous des compétences d'ingénieur ici. Voilà. Par contre, on estime qu'à horizon 2030, les IA génératives seront suffisamment pertinentes et intelligentes pour faire en sorte qu'un code qui était généré par un informaticien aujourd'hui puisse l'être totalement par une IA générative à partir d'un besoin exprimé. Encore faut-il que le besoin soit de qualité, ça c'est encore un autre sujet, parce qu'on y passe tous, mais c'est un élément important. Il y aura vraisemblablement des shifts dans les fonctions. Je vous disais tout à l'heure, l'informaticien se voit renforcer, l'ingénieur se voit augmenter, mais peut-être qu'avec une timeline comme celle-ci, l'ingénieur, demain, va avoir une fonction qui va être beaucoup plus évaluée que ce qu'il peut l'avoir aujourd'hui. Et peut-être même que les gens qui expriment des besoins vont voir leur fonction changer jusqu'à peut-être j'arriver à générer du code pour donner à l'ingénieur. Voilà. Alors celle-ci, je l'aime beaucoup pour finir sur cette partie. Qu'est-ce que ça dit? C'est qu'il y a des compétences qui sont quand même pas remplaçables. ChatGPT ne fait pas tout. C'est important de revenir aussi à la réalité. C'est pas ChatGPT qui va finir de construire tout ce building. Alors, vu que vous êtes des experts, maintenant, on va arrêter les deepfakes. On va regarder ensemble ce que c'est que l'IA irréprochable. Alors, il y a eu un cas qui a été plutôt connu, vous avez peut-être vu sur Internet. C'est quand on donne à l'IA des photos de petits chiens. Alors, je connais pas du tout la race du chien, mais des photos de muffins différents. Parfois, elle se trompe. L'IA, c'est pas toujours irréprochable. Drôle, hein? Je sais pas si on se serait trompé ici dans cette salle, mais en tout cas, l'IA a réussi à se tromper. Celle-ci, j'aime bien la donner également. Aux États-Unis, la réglementation sur les véhicules autonomes n'est pas la même qu'en Europe. Les véhicules autonomes peuvent rouler dans un certain nombre d'États. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Un véhicule, ça a appris avec la donnée. Nos amis de Tesla, ils ont fait apprendre à la voiture tout un tas de choses. Ils ont fait apprendre que ça peut rouler. C'est évidemment la fonction de base. Le problème, c'est qu'aux États-Unis, il y a des États où il fait très chaud. Donc, dans les pays où il fait chaud, si vous avez voyagé un peu, vous savez que c'est pas goudronné comme chez nous, c'est du béton qu'il y a au sol. Et regardez donc ce qu'il y a ici. Ici, c'est du béton qui est juste coulé. Et ici, c'est du béton qui est sec. L'IA n'avait jamais appris qu'elle ne pouvait pas rouler sur du béton qui était juste coulé. Et donc, elle est venue s'embourber ici.
Bon. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Un chien qui a mangé. Ouais, et ben l'IA elle a reconnu un ours ici. On se fait que c'est plutôt bien fait tout de même. Hein. À 92%, elle vous dit c'est un ours. Bon. Alors je ne sais pas si vous voyez bien au fond. D'accord. Hein, ça c'est le chien, puis ça c'est les pattes. C'est les pattes de je ne sais quoi d'ailleurs. C'est les pattes de la couverture, mais ça représente. Je ne sais même pas si c'est bien un ours. Bon, c'est bien un ours. Bon, l'IA peut se tromper. Voilà. C'est des amateurs de voitures ici, de courses automobiles. Vous aimez les courses automobiles? Donc il y a quelque chose d'un petit peu nouveau à Abu Dhabi, c'est la Ligue des voitures autonomes. Alors c'est tout frais, hein, ça date, je ne sais pas si c'est cette année ou fin d'année dernière, mais on se enfin, voilà, c'est tout frais. Alors je vous passe le teaser. Vous savez ce qui s'est passé? Ça a été un fiasco. Elles ont fait 2 tours, les voitures. Voilà. Donc ça a été un fiasco. Là aussi, je vous emmène sur le fait que l'IA n'est pas irréprochable, évidemment. Il y a un certain nombre d'éléments qui ont fait que tout ça n'est pas parfait aujourd'hui. On est au-delà de la voiture qui roule en ville avec quelqu'un qui va l'assister. On est sur quelque chose qui est en totale autonomie. À date, voilà, la compétition, elle a été arrêtée. Voilà. Bon, il y en a d'autres qui sont un peu moins drôles. Vous avez vu ça? Une IA danoise qui est capable de prédire la mort d'une personne. Elle a recueilli tellement de données, si vous leur donnez tout votre contexte de vie, elle va vous faire une estimation de la date de votre décès. Ce qui est absolument indécent. Là, ce qui est plutôt embêtant en fait dans cette histoire finalement, c'est pas tant de connaître la date de votre décès, c'est qu'il y a des gens qui vont croire en fait. On est dans un monde où voilà, l'information est véhiculée et j'imagine le nombre de dérives qu'on peut avoir de ce type de choses. Je crois que c'est la dernière et je vais me moquer un petit peu. Vous voyez l'arbitre ici qui a plus de cheveux. Et bien en fait l'IA dans le cadre de c'est dans le cadre de la vidéo, hein, pour retracer les images dans un match de foot, bah, elle a confondu quoi? Elle a confondu la tête de l'arbitre et le ballon. Voilà. Parfois, c'est pas parfait. En tout cas, c'est des choses qui doivent être corrigées et l'IA est évidemment imparfaite. C'est pas impossible que dans cet avant-dernier enjeu, je vous donne quelque chose d'assez intriguant, puis je vais vous poser une première question. Est-ce que vous savez me dire quel est le premier moteur de recherche qui est utilisé par les jeunes aujourd'hui, les jeunes de moins de 20 ans? Celui une recherche qui va Je crois que c'est ChatGPT. Non. Ouais. TikTok. TikTok est le premier moteur de recherche utilisé aujourd'hui par les jeunes. Alors, ce qui est quand même fou quand on sait un petit peu ce qui se passe sur TikTok et le contenu que ça relève. Aujourd'hui, il y a plein d'alternatives évidemment à TikTok, mais là où je veux vous emmener, c'est qu'il n'y a pas Google dans la vie ou tous les ancêtres que vous avez pu connaître. Il y en a un que j'aime beaucoup ici, il s'appelle Perplexity. Est-ce que ça vous parle, Perplexity? Est-ce qu'il y a du monde qui connaît ici? Non. Donc Perplexity, c'était un truc qui a été fondé en 2022, donc bon, c'est pas rien, hein, par les anciens de Meta, d'OpenAI, par notre ami Jeff Bezos, qui est le patron d'Amazon. Puis lui, ce qu'il dit, c'est Google, c'est considéré comme l'héritage du passé. Voilà, c'est un truc de vieux, quoi. Vous allez voir, je vais presque lui donner raison. Donc c'est une licorne, en 2023, valorisée à 1 milliard. On est en train de se dire que vous ne connaissez pas une licorne qui est valorisée à 1 milliard. Et vous repartirez ici, j'espère convaincre 99% d'entre vous sur ce que je vais vous faire voir maintenant. On connaît la recherche sémantique. Hein. Vous tapez sur un moteur de recherche, vous avez votre résultat à plat, le meilleur qui est indexé, il remonte tout en haut. Bon, ok. C'est ici. Donne-moi les 10 derniers champions olympiques du 100 mètres. Bon, ça affiche, on connaît tous. Vous savez le demander sur ChatGPT, vous êtes des experts. ChatGPT, il a appris sur sa base. Bah, il vous les donne, hein, il n'y a pas de souci, hein, c'est la même chose. C'est finalement que l'agrégation de ce qu'il y a là-dedans. On est bien d'accord. Et bien, Perplexity, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il sait faire les deux. Donne-moi les 10 derniers champions du monde du 100 mètres. Il vous donne les sources Internet sur lesquelles il est allé piocher.
il vous fait l'agrégation de tout ça, donc il vous le package, il vous donne toutes les questions qui sont liées, voilà, qui est le champion en 2020, combien de titres a remporté Usain Bolt, et toutes les images qui sont associées. Finalement, il est capable de vous faire un paquet de tout. Notez que c'est une vraie évolution de ça, que c'est une vraie évolution de ça, et que là, finalement, on tombe sur quelque chose qui est pas mal. Il y a Perplexity, vous regarderez You aussi, qui est vraiment très 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 bien. Moi, je trouve ça super intéressant parce que j'ai planifié avec ça mes prochaines vacances. Si vous voulez me trouver en février prochain, c'est tout planifié ici. Donc, vous voyez qu'on est sur un cas d'usage concret. Moi, je lui ai dit, je veux partir de là à là, j'arrive à telle date, à telle heure, je veux aller à 3 endroits, je suis déjà allé là, là et là. Et en fait, il m'a tout fait. Et ça, c'est absolument merveilleux. Et c'est pour moi une vraie évolution du moteur de recherche. Et j'ai une fille adolescente, elle a 16 ans, et en effet, elle, son truc, c'est de faire toutes ses recherches avec TikTok, parce que je lui ai posé la question, elle m'a dit, bah oui, tu savais pas, ben moi, je sais pas. Et depuis, elle se sert que de ça. Voilà. Donc c'est un cas d'usage avéré. Donc nos amis de Google qui sont dépassés, vous l'avez compris maintenant, eux, forcément, ça les brasse, ça les bouscule. Donc ils ont commencé à sortir un certain nombre d'éléments qui va demain transformer directement vos moteurs de recherche, qui va finalement vous proposer des services à peu près identiques. Je peux avoir encore combien de temps? 10 minutes? Ou c'est trop? Non. Allez, 10 minutes, c'est bien. Allez. Je vous parle un peu d'hallucination. C'est pas parfait. Une hallucination, j'en ai une qui est plutôt sympa. Sur une demande du psychiatre, on va demander à ChatGPT de générer une image avec une seringue sur son bureau. À la place de la seringue, elle a généré un objet dont on ne sait pas ce que c'est. En fait, l'IA, elle pense qu'elle a raison. C'est ça, finalement, l'hallucination. Et comment on peut contrecarrer, finalement, cette hallucination? Vous vous souvenez de ce que je vous disais au tout début? L'important, c'est quoi? C'est la qualité de ce que vous recevez. La seringue, vous devez la vérifier, même si pour vous, elle vous paraît évidente. D'accord? Donc, il y a plein de causes à ça. Voilà, j'avais des exemples ici, mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est pourquoi ça arrive. C'est que les données d'entraînement, parfois, elles ne sont pas les bonnes. C'est qu'il y a des données qui sont ce qu'on appelle mal classées, il y a des erreurs d'apprentissage, il y a des absences de contexte. En tout cas, il faut vraiment le vérifier, le détecter. Je vais avancer vite parce que... Et évidemment, vous avez le devoir de les réparer. Alors peut-être que si vous êtes ici, c'est possible pour que je vous expose un petit peu mon expérience, puisque là, je vous ai dit, je bosse dans le monde de la Massif, et une de mes missions, c'est aussi, ça a été de tester en fait l'apport de l'IA pour mes équipes. Les enjeux que je vous ai expliqués avant, c'était précisément ma mission. D'accord ? On a regardé chacun de ces enjeux-là. Et tout ça, ça m'amène à vous dire quoi ? Qu'évidemment, il faut se poser des questions. Une fois qu'on a vu tout ce qu'on a vu ici, je pense que vous pouvez répondre à la première, c'est est-ce qu'une seule des IA, un seul des modèles, vous permet de répondre à l'ensemble de vos problématiques aujourd'hui? Est-ce qu'une IA a le même apport de valeur sur l'ensemble des phases d'un projet? Quel que soit votre métier, si vous êtes informaticien, est-ce qu'une IA a la même valeur pour un développeur, pour un AMOA, pour un business analyst, pour un architecte, pour tout ça? Est-ce qu'on peut dire ce qu'on voyait au début, tiens, l'IA va faire augmenter de 200% les informaticiens? Moi, je trouve aujourd'hui, qu'en entendant ça, je me dis quasiment que c'est stupide. Et une troisième question, qui est quelque chose de très ouvert, c'est finalement comment on peut s'assurer du livrable produit par l'IA. Aujourd'hui, tout le monde sait générer du contenu. Ce qui est important, c'est pas de savoir générer du contenu, c'est de le valider. Donc une fois qu'on s'est dit ça, vous avez vu la panoplie de modèles aujourd'hui qui existe. C'est qu'au sein même d'un même modèle, moi je vois chez Google, des modèles, il y en a ça dans la liste des modèles. D'accord ? Et chacun des modèles a appris sur une base différente. Donc on doit précisément trouver le bon modèle qui répond au bon cas d'usage. Quand bien même si on s'amuse à lister tous les cas d'usage, il y a un nouveau modèle qui va apparaître et qui va remettre en cause votre truc. Donc ça, c'est quelque chose d'important à considérer. Et c'est un jeu et que vous devez adapter dans chacune de vos phases. Donc ce que j'aime bien dire, c'est que pour le faire, on peut appliquer finalement une démarche commune, quel que soit le métier, et toujours se poser la question finalement, quand vous avez quelque chose que vous voulez à traiter avec l'IA, c'est qu'est-ce que vous voulez solutionner finalement. Je vous donne un exemple. Première question. Moi, je veux réaliser du code informatique en Python pour faire telle ou telle tâche.
Bon. Ça, c'est notre problème. Le deuxième, il faut se poser la question, c'est quels indicateurs vous avez aujourd'hui pour savoir ce que vous auriez passé sans IA. Moi, je sais que chez moi, par exemple, un ticket, ça coûte en moyenne 2,5 jours pour un développeur. Alors, c'est une estimation que j'aurais fait sans apport de l'IA. Et puis, je me repose une autre question. Sur cette tâche, c'est quoi l'IA qui est éligible pour faire ça? Quel est le meilleur modèle pour pouvoir le faire? On l'a vu tout à l'heure. En quatrième point, on se pose une question. Qu'est-ce qu'on pense gagner? Je trouve que c'est intéressant. Je veux réaliser du code informatique qui fait ça, ça, ça et ça. Ben, je pense gagner 3000%. J'aime bien l'écrire. Et puis j'expérimente. Je mature jusqu'à temps que j'ai le niveau de qualité que j'attends. Quand j'ai le niveau de qualité, je bloque. Et je mesure. Si vous implémentez cette démarche-là, en fait, vous allez très précisément être en capacité de mesurer, soit de façon quanti, soit de façon quali, l'apport de l'IA dans vos métiers. Et vous allez être capable de mesurer le gain que vous avez. Si vous ne faites pas ça, vous serez toujours tributaire de dire « ouais, je pense que j'ai gagné ça ». Mais ça reste finalement un biais que vous ne serez pas capable de mesurer. Et ça s'applique sur tout. Et moi, mon expérience aujourd'hui, elle est de dire j'ai pu appliquer ça dans chacun des métiers de l'informatique, dans chacune des tâches que je suis capable de mesurer, que ce soit du quantique ou sur du quali, et d'être capable de mesurer ce que ça a apporté. Pour l'anecdote, dans mon fond le plus profond, je pensais gagner 200% de productivité sur le développement avec mes équipes. Quand on a testé la première fois, j'ai mon petit alternant, Jonas, il est venu me voir, il m'a dit « David, j'ai gagné 0 ». D'accord ? Et forcément, j'étais pas super content. Je dis « Jonas, on peut pas obtenir 0, c'est impossible. » En fait, il me l'a prouvé, il a bien obtenu 0. D'accord ? De façon... Et on a été chercher pourquoi. Et on s'est aperçu de quoi ? Que ça, c'est le truc le plus essentiel. L'expérimentation, la maturation des prompts. Jusqu'à ce que vous arriviez à un prompt mais qui finalement corresponde à au niveau de qualité que vous avez besoin. Et c'est comme ça qu'on arrive dans chacune des phases, finalement, à cranter, jusqu'à gagner et à prouver la valeur de l'implémentation d'une IA dans vos contextes. Et c'est valable dans tous les métiers. Ça marche dans le juridique, dans la compta, dans ce que vous voulez. Il n'y a pas de débat. Et vous pouvez évidemment l'appliquer dans chacune des phases de votre projet, quel qu'en soit le métier. Je vous donne un cycle de vie applicatif, mais ça marche un petit peu partout. Voilà, donc moi, pour conclure là-dessus, que mon job, c'est vraiment ça, c'est d'accompagner les équipes là-dessus. Je continue d'accompagner aujourd'hui des équipes massives sur des déploiements à plus grande échelle, dans différentes activités. Arnaud qui est là, il sait très bien de quoi ça parle. Voilà, toujours continuer cet apport de valeur, mais de façon très maîtrisée, en partant du contexte au début, qui était un contexte de dérive totale. Et moi, le premier, j'avais des biais. J'adore la techno, je pensais qu'une chose, c'était de y aller et puis tout allait marcher. Et en fait, voilà, si je pouvais redonner des conseils à des gens qui devraient commencer aujourd'hui, c'est soyez bien vigilants à l'ensemble de ces éléments. Ça ne veut pas forcément dire bloquer tout, ça veut dire faites attention, protégez votre entreprise, protégez vos données, et puis après, c'est un peu que du bonheur finalement, parce que l'apport de valeur, il est là, il est considérable. Et croyez-moi, dans les métiers de l'IT, aujourd'hui, on essaye toujours de gratter des pouillèmes. Voilà, on va faire ça, tiens, on va gagner 1% de productivité, on va bloquer ça. Ben là, quand vous pouvez gagner 5, 10, 15, 20%, modulo un effort qui est quand même plutôt réduit par le biais de prompt, ben, tout le monde est content. Et c'est une révolution, je pense, qui se présente pas tous les ans dans les métiers de l'IT. Et c'est fini. Voilà.